Cela commença, comme la plupart des miracles, par l'incrédulité au printemps de 1940. L'armée française, autrefois fière et moderne, était maintenant fracturée et en retraite devant une tempête d'acier et de feu. Les panzers allemands traversaient la Belgique comme un couteau à travers la soie, leurs chenilles laissant des cicatrices à travers les terres agricoles et les routes de village. Les Ardennes, cette forêt dense et vallonnée s'étendant le long de la frontière, étaient considérées par la plupart des généraux alliés comme infranchissables pour les grandes armées. Trop étroite pour les chars, disait-il, trop escarpée pour les camions, trop tranquille pour le chaos de la guerre. C'était une forteresse naturelle, du moins selon la pensée courante, un endroit où la géographie elle-même défendrait contre l'invasion. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Pourtant, dans un bunker à l'extérieur de Sedan, faiblement éclairé par des lampes à huile et épais de fumée de cigarettes, un officier du renseignement allemand nommé Oberstleutnant Erich von Keller était assis penché devant un message français décodé qui avait été intercepté quelques heures plus tôt. Il était court, presque absurdement court, compte tenu du poids qu'il semblait porter. Les mots tapés sur le papier fin indiquaient « Opération Vortex, 12 000 véhicules de ravitaillement doivent traverser les Ardennes avant la tombée de la nuit. » Von Keller fronça profondément les sourcils, son visage tanné se plissant de confusion et de scepticisme. 12 000 camions, à travers les Ardennes, l'idée même semblait impossible, une fantaisie logistique née du désespoir ou de l'illusion. Il relut le message, lentement, comme si les mots pouvaient se réarranger en quelque chose de plus sensé. Son aide de camp, un jeune lieutenant nommé Hans qui se tenait près de la porte, s'avança et sourit avec la confiance de la jeunesse. « Peu. »« Être qu'ils évacuent, monsieur, » offrit-il, son ton suggérant qu'il pensait que les Français fuyaient simplement dans le désordre. Mais von Keller secoua lentement la tête, ses instincts aiguisés par des années de service lui disant quelque chose de différent. Quelque chose dans le phrasé était étrange, particulier d'une manière qui le rongeait. Ce n'était pas le langage de la retraite, pas les ordres paniqués d'une armée en effondrement. Non, c'était le langage du déploiement, la formulation prudente d'une force se préparant à frapper plutôt qu'à fuir. Il entoura le mot « tomber de la nuit » avec son stylo et souligna 12 000 2 fois. « Envoyez la reconnaissance », ordonna-t-il finalement. « Je veux des yeux sur ces routes dans l'heure. Cette nuit-là, alors que la pluie fouettait les routes forestières et transformait les chemins de terre en rivières de boue, les moteurs français commencèrent à gronder dans l'obscurité comme des bêtes s'éveillant. Des convois, des milliers et des milliers d'entre eux, roulèrent vers l'est à travers le terrain soi-disant infranchissable, leurs phares atténués en de faibles lueurs qui perçaient à peine les rideaux de pluie. Ils n'étaient guidés que par des panneaux peints à la main hâtivement cloués aux arbres et par des hommes agitant des lanternes au carrefour, leurs bras bougeant en larges arcs pour diriger le flot incessant de véhicules. Les conducteurs venaient de tous les coins de France, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, et une centaine de petits villages dont les noms n'apparaissaient sur aucune carte militaire. C'étaient des fermiers aux mains calleuses, des facteurs qui connaissaient chaque route sinueuse de leur province, des étudiants à peine assez âgés, pour se raser qui avaient répondu à un appel désespéré. Tous avaient été convoqués, pressés au service pour déplacer une division mécanisée entière à travers un terrain que l'ennemi pensait complètement infranchissable. Pour ces hommes, la mission frôlait la folie, une tâche qui défiait à la fois la logique et l'expérience. Les routes étaient à peine assez larges pour un seul camion, et encore moins pour 12 000 se déplaçant en vagues coordonnées. La pluie rendait chaque virage traître, chaque pente un piège mortel potentiel où les véhicules pouvaient glisser des falaises ou s'embourber désespérément. Pourtant, ils continuèrent, heure après heure, leurs mains se crispant sur les volants, leurs yeux brûlants de fatigue, alors qu'ils scrutaient à travers des pare-brises striés de pluie. Certains convois furent séparés dans l'obscurité, perdus parmi les innombrables sentiers forestiers d'apparence identique. D'autres tombèrent en panne, leurs moteurs noyés ou leurs essieux cassés, et durent être poussés sur le côté pour maintenir le flux. Mais à la guerre, comme les commandants le savaient, la folie devient parfois stratégie, et l'impossible devient parfois la seule option restante. À l'aube, des avions de reconnaissance allemands volèrent bas au-dessus des Ardennes,
leurs pilotes s'attendant à ne voir rien d'autre qu'une forêt vide et être quelques colonnes dispersées de réfugiés. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent à regarder une ligne ininterrompue de véhicules s'étendant sur des kilomètres, un serpent mécanique serpentant à travers les vallées et par-dessus les crêtes. Von Keller reçut les rapports dans son bunker, son visage devenant pâle alors qu'il lisait les chiffres. Pas des centaines de camions, mais des milliers, exactement comme le message l'avait promis. Il l'avait fait. Les Français avaient déplacé une division entière à travers un terrain que ses supérieurs avaient, rejeté comme stratégiquement négligeable. Il tendit immédiatement la main vers le téléphone de campagne pour alerter ses commandants, mais même en le faisant, il savait que les implications étaient stupéfiantes. La ligne de front, si soigneusement calculée et fortifiée, allait être frappée d'une direction inattendue. Les conducteurs de l'opération Vortex ne surent jamais qu'ils étaient devenus des légendes, ne comprirent jamais que leur nuit de terreur et de détermination avait réécrit les hypothèses tactiques de la guerre moderne. La plupart d'entre eux rangèrent simplement leurs camions sur le côté de la route lorsque l'aube arriva enfin, descendirent de leur cabine et s'effondrèrent d'épuisement sur le sol humide. Certains s'endormirent immédiatement, trop fatigués même pour se soucier que la pluie tombait encore. D'autres se tenaient en petits groupes, fumant des cigarettes avec des mains tremblantes, s'émerveillant d'avoir survécu. La division mécanisée qu'ils avaient transportée allait combattre dans des batailles dont les noms seraient enregistrés dans les livres d'histoire. Mais le convoi lui-même, cette traversée impossible de minuit de 12 000 véhicules à travers une forêt qu'aucune armée n'aurait dû traverser, resterait largement oublié sauf dans les rapports classifiés et les souvenirs fanés de vétérans vieillissants. Pourtant, en cette seule nuit du printemps de 1940, ils avaient accompli ce que leurs ennemis pensaient impossible, prouvant une fois de plus qu'à la guerre, la volonté humaine peut parfois surmonter même la géographie elle-même. À la tête du convoi chevauchait le capitaine René Durand, un officier du génie dont la dernière lettre envoyée à sa femme à Paris s'était terminée par une seule ligne, qui résumait tout ce qu'il ressentait dans son cœur lourd. « Si nous échouons ici, la France brûlera. » Ces 7 mots portaient le poids de la survie d'une nation entière, écrit dans l'écriture serrée d'un homme qui comprenait parfaitement que la mission qui l'attendait défiait tous les principes de la logistique militaire et du bon sens le plus élémentaire. Durand avait été choisi précisément en raison de sa réputation d'accomplir l'impossible, sélectionné personnellement pour superviser ce qu'aucun commandant raisonnable n'aurait dû tenter, construire des routes temporaires à travers les vallées humides et les bois épais des Ardennes pour permettre à 12 000 camions, chars et pièces d'artillerie de passer sans alerter les avions de reconnaissance allemands, ni les postes d'observation qui surveillaient sûrement la forêt depuis chaque point de vue stratégique le long de la frontière belge. L'opération commença au crépuscule un mardi soir, lorsque le ciel printanier passa du bleu pâle au violet profond et finalement au noir absolu. Vu d'en haut, pour tout observateur dans un avion ou sur une colline lointaine, la forêt semblait complètement morte, paraissant silencieuse et noire et totalement non éclairée, comme si aucune présence humaine n'existait à l'intérieur de ses limites sur des kilomètres dans toutes les directions. Mais sous l'épaisse canopée de chênes et de hêtres, où la dernière lumière du jour pénétrait à peine même à midi, des milliers d'hommes travaillaient comme des fantômes dans une danse soigneusement chorégraphiée d'ingénierie désespérée. Ils abattaient des arbres avec des scies à main plutôt qu'avec des haches pour réduire le bruit, élargissant les pistes boueuses qui n'avaient été que des sentiers de bûcheronnage et des pistes de gibier quelques jours auparavant. Ils posaient des planches de bois sur les ruisseaux et les cours d'eau, créant des ponts de fortune qui pouvaient supporter le poids des véhicules blindés. Ils remplissaient les cratères de bombes et les dépressions naturelles avec du gravier volé dans les carrières voisines, réquisitionné sans autorisation officielle, mais avec la bénédiction tacite de commandants qui savaient que les règles normales ne s'appliquaient plus. Chaque coup de marteau était étouffé avec des chiffons pour empêcher le son de porter à travers la forêt silencieuse. Chaque pneu de camion était enveloppé dans de la toile pour faire taire son roulement sur les chemins rocailleux. Pas de phares qui pourraient trahir leur position aux observateurs ennemis scrutant depuis les collines. Pas de paroles échangées à voix haute qui pourraient être captées par des patrouilles d'écoute. Seulement des chuchotements urgents et le vrombissement régulier des moteurs qui poussaient à travers la boue épaisse. Un son qui, espérait-il, serait confondu avec le tonnerre lointain ou le vent dans les arbres.
Les hommes travaillaient avec une précision née de la peur et de la détermination, sachant que chaque erreur, chaque bruit trop fort, chaque lumière accidentellement révélée pourrait condamner non seulement leur mission, mais aussi leurs camarades et être même leur pays tout entier. Durand se déplaçait de véhicule en véhicule tout au long de la nuit interminable, vérifiant les cartes à la lueur d'une lanterne couverte qui ne projetait qu'un mince faisceau de lumière jaune sur le papier froissé. Il s'arrêta à côté d'un jeune conducteur nommé Jacques Lenoir, à peine âgé de 10 à 9 ans, dont le visage encore imberbe trahissait sa jeunesse et son anxiété. « Avez-vous déjà conduit la nuit auparavant » demanda Durand d'une voix douce mais ferme. Jacques sourit nerveusement, ses mains tremblant légèrement sur le volant usé de son camion. « Seulement jusqu'à la salle de danse, monsieur, » répondit-il avec l'honnêteté désarmante de la jeunesse. « Alors ce soir, » répliqua Durand en posant brièvement une main rassurante sur l'épaule du jeune homme. « Vous dansez pour la France. » Les mots étaient simples, mais portaient un poids énorme, transformant une tâche terrifiante en quelque chose qui ressemblait presque à un honneur. Pendant ce temps, les observateurs allemands stationnés le long de la rivière Meuse, installés dans leur poste confortable avec leurs jumelles et leurs carnets de notes, rapportaient rien du tout. Leurs avions de reconnaissance, qui survolaient la région à intervalles réguliers, ne voyaient aucun mouvement, hors seulement du brouillard, qui semblait s'être installé dans les vallées comme une couverture épaisse et impénétrable. Leur rapport de renseignement mentionnait un silence inhabituel dans la zone. Mais pour des hommes formés à rechercher des signes d'activité militaire évidente, le silence, pensait-il avec une confiance dangereuse, signifiait la sécurité. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'une armée entière se déplaçait juste sous leur nez, cachée par quelque chose d'aussi simple que la brume. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas deviner même dans leur pire cauchemar tactique, c'était que le brouillard lui-même était français, créé délibérément, en utilisant des générateurs de fumée récupérés dans de vieilles usines abandonnées, pompant une brume épaisse dans les vallées pour couvrir l'avancée du convoi comme un voile protecteur. C'était une astuce simple mais brillante, le genre d'improvisation née de la nécessité absolue et du désespoir créatif. Des équipes d'hommes avaient passé des jours à installer ces machines le long de points stratégiques, les alimentant avec tout ce qui pouvait produire de la fumée, du bois humide, des pneus de caoutchouc, même de l'huile de moteur usagée. Le résultat était une brume artificielle qui se mélangeait parfaitement avec le brouillard naturel du printemps, créant une couverture qui semblait parfaitement ordinaire aux yeux allemands, mais qui cachait une opération militaire d'une audace extraordinaire. À minuit, alors que la lune se cachait derrière les nuages épais et que la pluie commençait à tomber à nouveau en fines gouttelettes persistantes, la ligne de camions s'étendait sur plus de 60 kilomètres à travers la forêt dense. 12 000 moteurs grondaient doucement dans l'obscurité, chacun conduit par un homme qui avait accepté une mission impossible. Pas un seul phare n'était allumé, pas une seule lumière ne brillait pour guider le chemin, sauf les lanternes occasionnelles et couvertes aux intersections critiques. C'était une ombre mouvante de défi, un fantôme mécanique qui glissait à travers un terrain que l'ennemi avait déclaré infranchissable, prouvant encore une fois que la détermination humaine et l'ingéniosité pouvaient triompher même des obstacles les plus redoutables lorsque la survie d'une nation était en jeu. À l'aube, dans un poste de commandement allemand près de Bastogne, Erich von Keller reçut un rapport de l'un de ses agents de terrain, un espion infiltré dans une ville belge, le long de la route du convoi, depuis plusieurs semaines déjà. Le message était bref, mais troublant. Dizaines de camions, insignes français, se déplaçant vers la nuit. Les routes semblent récemment dégagées. Mélange de civils et de militaires. Objectif inconnu. Von Keller fronça les sourcils en relisant les mots plusieurs fois, cherchant un sens caché ou une erreur possible dans le rapport. Si cela était vrai, si ces observations n'étaient pas simplement les hallucinations d'un espion nerveux ou les mouvements confus de réfugiés désorganisés, alors cela changerait absolument tout ce qu'il pensait savoir sur la situation tactique. Les Français ne battaient pas en retraite comme tous les rapports précédents l'avaient suggéré. Au contraire, ils se mobilisaient, rassemblant leurs forces pour quelque chose de beaucoup plus dangereux et stratégiquement significatif. Il convoqua immédiatement son supérieur, le général Heinz Krüger, un homme de précision glaciale,
dont la réputation de rigueur intellectuelle et de froideur émotionnelle était bien connue dans tout le haut commandement. Krüger écouta le rapport en silence, ses yeux bleus et perçants se rétrécissant progressivement tandis qu'il absorbait les implications de ce que von Keller lui disait. « Les Français ne peuvent absolument pas déplacer des blindés à travers ces routes, déclara-t-il finalement avec la certitude absolue d'un homme qui avait étudié chaque centimètre du terrain sur les cartes pendant des mois. Ils se noieront dans la boue avant d'avoir parcouru 10 kilomètres. C'est impossible du point de vue logistique. Mais monsieur, insista von Keller en se penchant en avant avec urgence, notre propre invasion a utilisé ce terrain même comme route de déception pour contourner la ligne Maginot. Ils apprennent de nous, ils utilisent nos propres tactiques contre nous. Krüger rejeta l'idée d'un geste de la main, son visage exprimant un mépris à peine dissimulé pour ce qu'il considérait comme de la paranoïa inutile. Absurdité totale, les Français sont finis, brisés. Leur courage s'est terminé à ses dents quand nous avons percé leur ligne. Ce sont des hommes battus. Mais von Keller ne pouvait pas se débarrasser du malaise qui grandissait dans son estomac comme une pierre froide. Quelque chose dans le rapport de l'espion sonnait vrai, portait le poids de l'observation directe plutôt que de la spéculation. Il ordonna à 2 pilotes de la Luftwaffe de mener un survol à l'aube de la région, leur donnant des instructions spécifiques sur les coordonnées exactes à examiner et les types de signes à rechercher. Les 2 hommes, des vétérans expérimentés avec des dizaines de missions de reconnaissance à leur actif, décollèrent dans le ciel gris et brumeux, juste au moment où les premières lueurs roses de l'aube commençaient à éclairer l'horizon oriental. Ils revinrent 20 minutes plus tard, et von Keller sut immédiatement que quelque chose n'allait pas simplement en regardant leur visage. Les 2 pilotes s'étaient secoués, leurs mains tremblaient légèrement alors qu'ils sortaient de leurs cockpits et retiraient leurs casques en cuir. Leurs photographies, développées rapidement dans la chambre noire du poste de commandement, montraient des pistes forestières étroites bordées de ce qui ressemblait à d'innombrables points sans fin s'étendant aussi loin que l'objectif de la caméra pouvait capturer. Des camions, des milliers de camions, rangés après rangés après rangés, serpentant à travers un terrain que tout manuel militaire déclarait infranchissable pour des convois de cette taille. Les rapports de l'espion étaient vrais, chaque mot confirmé par des preuves photographiques indiscutables. Les Français avaient accompli l'impensable, défiant toutes les hypothèses tactiques et tous les calculs logistiques que l'état-major allemand avait faits. Krüger fixa les photographies avec incrédulité, son visage habituellement impassible, montrant maintenant une fissure de choc et de consternation. « Impossible », murmura-t-il, le mot sortant à peine de ses lèvres, tandis qu'il retournait les photos encore et encore, comme s'il espérait qu'elles changeraient sous ses yeux. Même nous n'aurions pas pu faire cela sans perdre la moitié de notre carburant dans la boue et les pannes mécaniques. C'est contraire à toute logique militaire raisonnable. Von Keller répondit calmement, sa voix basse et mesurée, mais portant un poids de compréhension sombre. Peut être qu'il ne se soutient plus du carburant, monsieur. Seulement du temps. Peut être qu'ils ont décidé que sacrifier l'efficacité pour la vitesse était leur seule chance de survie. Le silence qui suivit ces mots était lourd et inconfortable, rempli des implications non dites de ce que ce mouvement français, audacieux, pourrait signifier pour leur propre plan d'offensive. Cette nuit-là, dans son bunker fortifié quelque part en Allemagne, entouré de généraux et de cartes tactiques couvrant des tables entières, Hitler lui-même reçut des nouvelles du mouvement français à travers des rapports transmis par télégramme crypté. Sa réaction, selon ceux qui étaient présents dans la salle, fut un mélange explosif de fureur et de peur, 2 émotions qui se manifestaient rarement simultanément chez le Führer. Si les Français avaient rétabli des lignes de ravitaillement à l'est des Ardennes, cela signifiait la possibilité très réelle d'une contre-offensive potentielle vers la Meuse, menaçant les flancs exposés des divisions de Panzer qui avaient avancé trop rapidement et trop loin dans territoire ennemi. Le Führer ordonna que toute la reconnaissance disponible, chaque avion qui pouvait voler et chaque agent qui pouvait observer, soit mobilisé pour surveiller la région avec une vigilance absolue et constante. Mais les cieux restèrent obstinément gris, jour après jour, obscurcis par des nuages bas et persistants. Le brouillard, encore fabriqué par les ingénieux générateurs français cachés dans les vallées, ne se leva jamais complètement, maintenant un voile protecteur sur les mouvements en dessous. Les photographes aériens revenaient frustrés mission après mission, leurs plaques photographiques
ne montrant rien d'autre que des masses blanches et indistinctes de brume qui cachaient tout détail utile. Les Français avaient non seulement accompli l'impossible en déplaçant leur convoi, mais ils avaient également réussi à le garder caché sous les yeux même de la machine de renseignement allemande la plus sophistiquée d'Europe. Prouvant encore une fois que dans la guerre, l'ingéniosité et la détermination pouvaient parfois triompher même de la supériorité technologique et numérique écrasante. Dès la troisième nuit de cette opération épuisante et apparemment sans fin, l'épuisement s'empara des conducteurs comme une main froide, serrant leur volonté même de continuer. Les moteurs surchauffaient régulièrement, crachant de la vapeur et des odeurs d'huile brûlée dans l'air nocturne humide. Les pneus éclataient avec des détonations sourdes qui ressemblaient à des coups de feu, laissant les véhicules bloqués sur le bord des routes étroites. La boue avalait les camions jusqu'aux essieux, les piégeant comme des animaux dans du goudron préhistorique, nécessitant des heures de travail acharné avec des pelles et des planches pour les libérer. Le capitaine Durand n'avait pas dormi depuis 2 jours complets, ses yeux étaient rouges et brûlants de fatigue, sa vision occasionnellement floue aux bords. Il avait déjà enterré 3 hommes au cours de ce voyage cauchemardesque, un écrasé sous un véhicule basculé qui avait glissé d'un talus boueux, un autre noyé en tentant de traverser un ponceau inondé dont le courant était beaucoup plus fort qu'il n'y paraissait, et un 3e mort d'épuisement pur, son cœur ayant simplement cessé de battre alors qu'il réparait un essieu cassé dans le froid mordant de la nuit. Mais malgré tout cela, malgré la mort et l'épuisement et les conditions apparemment impossibles, il continuait à avancer. Parce que quelque part au-delà de ces collines brumeuses et de ces vallées sombres, la 55e division d'infanterie tenait une ligne défensive mince comme du papier contre une poussée blindée allemande qui menaçait de percer à tout moment. Si les camions de Durand n'arrivaient pas avec leur cargaison désespérément nécessaire de munitions, de nourriture et de fournitures médicales, la division serait à court de munitions dans quelques heures seulement, et sans munitions, même les soldats les plus courageux ne sont que des cibles sans défense attendant d'être abattus. Cette pensée seule maintenait Durand debout, maintenait ses mains sur le volant, maintenait ses pieds appuyant sur les pédales, heure après heure interminable. À 3 heures du matin précisément, selon la montre de poche cabossée que Durand consultait compulsivement, le premier convoi atteignit enfin le village de La Ferté, un petit ensemble de maisons en pierre nichées dans une vallée qui avait semblé à des kilomètres de distance pendant des heures. Les habitants locaux se réveillèrent au son de moteurs pour voir des colonnes de véhicules français, des centaines au début puis des milliers, émergeant de la brume comme des spectres matérialisés. Pour eux, observant depuis leurs fenêtres avec des yeux écarquillés d'incrédulité, cela ressemblait à une vision, quelque chose entre le rêve et la réalité. Un vieux fermier aux cheveux blancs se signa avec des mains tremblantes et murmura à sa femme qui se tenait à côté de lui. « C'est l'armée des fantômes. Dieu nous envoie une armée de fantômes pour nous sauver. » Durand sauta de son camion, de la boue montant jusqu'à ses genoux et rendant chaque pas un effort laborieux, et se dirigea vers le poste de commandement avancé qui avait été établi dans l'ancien hôtel de ville du village. Le major responsable, un homme d'âge moyen avec une moustache grise et des yeux fatigués qui avait vu trop de retraite, le fixa avec une incrédulité totale. « Vous avez amené tout ceci à travers les Ardennes ?» demanda-t-il, sa voix montant légèrement avec l'incrédulité. « En 3 jours seulement? C'est impossible. Personne ne peut faire cela. » Durand hocha la tête, sa voix rendue rauque par des jours de crier des ordres dans le vent et la pluie, et de respirer la fumée des moteurs. « Oui, monsieur. Et d'autres arrivent encore. Le flux n'est pas terminé. »« Combien d'autres ?» demanda le major, se penchant en avant avec une urgence soudaine. Durand sourit faiblement, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux épuisés, mais qui portait un sentiment de triomphe profond. « 12 000 véhicules au total, monsieur. Nous les avons tous fait passer. Les fournitures arrivèrent juste à temps, avec seulement quelques heures de réserve avant que les munitions ne soient complètement épuisées. La 55e division tint la ligne pendant 48 heures supplémentaires cruciales, assez longtemps pour que des renforts établissent de nouvelles positions défensives le long de la Marne, créant une nouvelle barrière contre l'avance allemande. Le convoi, initialement rejeté comme fantaisie pure par le commandement allemand, comme le délire d'officiers nerveux voyant des ombres,
avait acheté à la France du temps précieux. Et dans la guerre, comme tout commandant expérimenté le sait, préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Le temps est souvent beaucoup plus précieux que la victoire elle-même, car le temps permet la préparation, le regroupement, la planification de contre-attaque. Mais la nouvelle de cet exploit se propagea rapidement à travers les deux armées comme un feu sauvage à travers de l'herbe sèche. Les soldats français commencèrent à l'appeler la marche fantôme, murmurant l'histoire dans les tranchées et les bivouacs avec une admiration teintée de révérence. Les troupes allemandes chuchotaient entre elles que des camions français apparaissaient et disparaissaient dans le brouillard comme des esprits. Impossibles à suivre ou à cibler, se matérialisant soudainement derrière les lignes, puis s'évaporant avant que l'artillerie puisse être dirigée contre eux. La superstition grandit là où la logique échouait à expliquer ce qui s'était passé. Car comment pourrait-on expliquer rationnellement le mouvement de 12 000 véhicules à travers un terrain que tous les experts avaient déclaré infranchissable? À Berlin, dans les bureaux austères du haut commandement où des cartes couvraient chaque mur et où des officiers du renseignement travaillaient jour et nuit pour comprendre les mouvements ennemis, les officiers se disputaient avec véhémence sur la question de savoir si les rapports étaient exagérés, gonflés par la panique ou la propagande. Von Keller insistait avec une conviction inébranlable qu'il ne l'était absolument pas, que chaque détail avait été vérifié et confirmé par de multiples sources. Ce ne sont pas des hallucinations, dit-il à Krüger lors d'une réunion tendue, sa voix portant une note de respect réticent pour l'ennemi. Ce sont le son d'une nation refusant de mourir, le son d'un peuple qui choisit de se battre même lorsque la défaite semble certaine. Le 10 à 7 mai 1940 restera gravé dans la mémoire comme un jour où le destin de nations entières semblait suspendu à un fil ténu. Les panzers allemands atteignirent les abords de Sedan dans un rugissement de moteurs et de chenilles d'acier, écrasant tout sur leur passage. La fumée s'élevait en colonnes noires et épaisses des ponts bombardés qui enjambaient la Meuse, obscurcissant le ciel d'un voile de cendres et de destruction. Les défenses françaises s'effondraient sous le poids implacable de l'assaut blindé, les positions soigneusement préparées cédant les unes après les autres comme des dominos tombant en cascade. Mais lorsque les éclaireurs allemands, prudents malgré leur victoire apparente, poussèrent plus profondément dans la forêt dense au-delà des lignes brisées, ils trouvèrent quelque chose de totalement inattendu qui les arrêta net dans leur progression. Des rangées de camions français abandonnés, des dizaines d'entre eux dispersés le long des pistes forestières, brûlés, mais complètement vides de leur cargaison et de leurs équipages. Certains avaient encore des notes manuscrites sur leur tableau de bord, des messages laissés dans la hâte de l'évacuation ou de la bataille. L'une d'entre elles disait simplement, dans une écriture rapide et inclinée qui trahissait l'urgence de son auteur. Ces mots simples portaient un poids énorme, une déclaration de victoire qui transcendait la destruction visible tout autour. Von Keller se tenait parmi les épaves quelques jours plus tard, le vent soufflant à travers les arbres dénudés et faisant craquer les branches cassées par les explosions. Il réalisa avec une clarté soudaine et troublante que le convoi n'avait pas été uniquement une question de logistique militaire ou de ravitaillement des troupes. Non, cela avait été beaucoup plus que cela, qu'avait été un message, un acte délibéré de défi, calculé pour montrer que la France pouvait encore manœuvrer avec habileté, pouvait encore surprendre un ennemi qui se croyait invincible, pouvait encore se battre avec créativité et ingéniosité, même lorsqu'elle était acculée dans un coin, avec apparemment aucune issue possible. Il se tourna vers son aide de camp, le jeune Hans qui l'avait accompagné fidèlement tout au long de cette campagne étrange et troublante, et dit calmement d'une voix teintée de respect réticent. Ils nous ont trompés parce que nous avons supposé qu'ils ne pouvaient pas le faire. Nous avons oublié que le courage peut surpasser l'intelligence, que la détermination humaine peut triompher de la supériorité technologique et numérique. Nous avons commis l'erreur fatale de sous-estimer un adversaire désespéré. Alors qu'il prononçait ces mots qui semblaient peser lourd dans l'air frais de la forêt, un nouveau grondement résonna depuis l'ouest, porté par le vent changeant. C'était le tonnerre bas et distant de l'artillerie, un son que tout soldat reconnaît, instinctivement, et qui fait se contracter l'estomac avec appréhension. La contre-offensive française près de Montcornet avait commencé, menée personnellement par le colonel Charles de Gaulle lui-même,
un officier relativement inconnu qui deviendrait bientôt une légende. Et les fournitures livrées par le convoi de Durand, transportées à travers l'impossible pendant ces 3 nuits épuisantes, alimentaient maintenant cette attaque même, fournissant les munitions et le carburant nécessaires pour frapper l'envahisseur. Pendant une semaine brève mais éclatante, une semaine qui brilla comme une étoile dans l'obscurité de la défaite qui semblait autrement inévitable, l'impossible sembla à portée de main. Les chars français percèrent les lignes allemandes à plusieurs endroits, créant la confusion et la panique parmi des troupes qui avaient cru la guerre déjà gagnée. Les soldats français chantèrent à nouveau dans leurs tranchées et leurs bivouacs, leurs voix portant des chansons de défiance et d'espoir qui n'avaient pas été entendues depuis des semaines. Les visages qui avaient été gris et désespérés retrouvèrent un peu de couleur et de détermination, et le renseignement allemand, pour la première fois depuis des mois de victoire apparemment interrompus, rapporta de l'incertitude dans ses évaluations, admettant qu'il ne pouvait plus prédire avec confiance comment la situation évoluerait dans les jours à venir. Les cartes situationnelles dans les postes de commandement allemands commencèrent à montrer des flèches rouges pointant vers l'ouest plutôt que vers l'est, des symboles troublants de contre-attaque française qui perturbaient les plans soigneusement élaborés. Von Keller, assis seul dans son bureau tard dans la nuit, avec seulement une lampe à huile pour l'éclairer, rédigea un télégramme final à Berlin. Ses doigts tapèrent lentement sur la machine à écrire, tandis qu'il choisissait soigneusement ses mots, sachant qu'il pourrait être mal reçu par des supérieurs qui préféraient entendre des nouvelles de victoires continuelles. Le message était court, mais portait le poids de l'expérience durement gagnée. Recommandation. Ne jamais sous-estimer une nation qui se bat avec son dernier battement de cœur. Il relut les mots plusieurs fois avant de les envoyer, conscient que cette simple phrase encapsulait une vérité profonde sur la nature de la guerre que trop de généraux et de stratèges oubliaient dans leur planification abstraite avec des cartes et des statistiques. L'opération qui avait commencé comme une impossibilité logistique, comme une folie désespérée qui n'aurait jamais dû réussir selon tous les calculs rationnels, avait prouvé quelque chose de fondamental sur l'esprit humain et la volonté nationale. Le capitaine Durand et ses 12 000 conducteurs fantômes avaient montré que même face à une défaite apparemment certaine, même lorsque tous les experts déclaraient qu'une tâche était impossible, la détermination combinée d'hommes ordinaires acceptant une mission extraordinaire pouvait accomplir des miracles. Ils avaient conduit leurs camions à travers des forêts que personne ne pensait pouvoir traverser, travaillant sans dormir pendant des nuits interminables, perdant des camarades en cours de route mais continuant néanmoins. Et dans ce processus, ils avaient non seulement livré des fournitures vitales qui prolongèrent la résistance française de jours et de semaines précieux, mais ils avaient également livré quelque chose de plus précieux encore. La preuve que la France pouvait encore se battre, pouvait encore surprendre, pouvait encore refuser d'accepter la défaite. Cette leçon résonnerait à travers les années à venir, inspirant la résistance qui persisterait longtemps après que les batailles conventionnelles furent perdues. 25 années s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique, un quart de siècle qui avait transformé le monde de manière que personne n'aurait pu prédire en 1940. En 1965, par une chaude journée de printemps où le soleil filtrait à travers les feuilles nouvelles des arbres, un vieil homme gara son camion sur une route forestière près de La Ferté, le même village qui avait été témoin de l'arrivée miraculeuse du convoi fantôme tant d'années auparavant. Ses cheveux étaient gris maintenant, presque blancs aux tempes. Son dos était courbé par le poids des années et du travail dur. Mais ses yeux qui avaient vu tant de choses pendant ces nuits terribles de mai, restaient toujours constants et clairs. C'était René Durand, le capitaine qui avait mené l'impossible à travers la forêt impénétrable. Il descendit lentement de son camion, ses articulations se protestant légèrement après le long trajet depuis Paris, où il vivait maintenant une vie tranquille avec sa femme et ses 3 petits-enfants qui ne connaissaient leur grand-père que comme un homme doux qui racontait rarement des histoires de guerre. Il écouta le bourdonnement des cigales dans l'air chaud de l'après-midi, le chuchotement du vent à travers les arbres des Ardennes qui bruissaient doucement comme s'ils se souvenaient eux aussi. La forêt avait repoussé au fil des décennies, cicatrisant les blessures de la guerre comme la nature le fait toujours avec le temps. Les routes boueuses avaient disparu depuis longtemps, remplacées par des autoroutes pavées et modernes qui transportaient des voitures familiales et des camions de commerce plutôt que des convois militaires,
et par un silence qui semblait presque irréel comparé aux souvenirs qui hantaient encore ces nuits. Mais sous ce silence trompeur, si l'on écoutait assez attentivement avec le cœur plutôt qu'avec les oreilles, il pouvait presque l'entendre à nouveau, ce son qui avait rempli ces nuits il y a si longtemps, les moteurs grondant dans l'obscurité, les chuchotements urgents des hommes se guidant mutuellement à travers le danger, le tonnerre roulant de 12 000 camions se déplaçant comme une seule créature massive à travers un terrain que tous les experts avaient déclaré infranchissable. Un petit mémorial se dressait là maintenant, érigé plusieurs années après la guerre par des vétérans qui voulaient s'assurer que quelque chose, même quelque chose de petit, marquerait ce qui s'était passé ici. C'était un marqueur de pierre simple et sans prétention, à moitié couvert de mousse verte, qui témoignait de son âge et de son exposition aux éléments, avec des lichens jaunes et oranges poussant dans les crevasses entre les lettres gravées. Les mots gravés dans la pierre grise disaient simplement, sans fanfare ni exagération. Ici passèrent 12 000 véhicules de l'armée française, mai 1940. Ils ne portaient aucune victoire, seulement du courage. Durand plaça sa main ridée et tachée par l'âge sur la pierre froide, sentant les lettres sous ses doigts, comme s'il lisait en braille l'histoire de cette nuit extraordinaire. « Je vous avais dit que nous y arriverions », murmura-t-il doucement, parlant à des hommes qui n'étaient plus là pour entendre, des camarades tombés pendant la guerre ou décédés dans les années paisibles qui suivirent. Ses yeux se fermèrent brièvement, et il put voir leur visage aussi clairement que s'ils se tenaient devant lui. Jacques Lenoir, avec son sourire nerveux, à peine 10 à 9 ans, et si effrayé, mais si brave. Le sergent Martin qui avait guidé les camions à travers le ponceau inondé. Tous ces visages, conservés parfaitement dans sa mémoire alors que tant d'autres choses s'étaient estompées avec le temps, derrière lui, une voiture de touristes allemands s'arrêta pour prendre des photos du mémorial. Un événement qui aurait été impensable il y a 25 ans, mais qui était maintenant parfaitement normal dans cette nouvelle Europe qui essayait de guérir et de se réconcilier après les horreurs de la guerre. Une jeune famille avec 2 enfants sortit de la voiture, les parents pointant vers la pierre et parlant doucement entre eux en allemand. L'un d'eux, un homme d'environ 35 ans, portant des lunettes et un appareil photo coûteux autour du cou, s'approcha respectueusement de Durand et demanda dans un français hésitant et maladroit, mais sincère. « Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons vu le monument, mais nous ne connaissons pas cette histoire. Les livres d'histoire ne mentionnent pas cet événement. » Durand sourit faiblement, un sourire teinté de tristesse et d'ironie, sachant que tant d'actes de courage extraordinaires restaient non racontés et non célébrés dans les récits officiels qui préféraient se concentrer sur les grandes batailles et les noms célèbres. « Rien que vous ne croiriez, » dit-il calmement, sa voix portant le poids calme de quelqu'un qui a vécu quelque chose d'extraordinaire, mais qui a appris qu'il est parfois inutile d'essayer de le décrire à ceux qui n'étaient pas là. Mais cela a tout changé, du moins pour un moment. Cela nous a donné de l'espoir quand nous pensions qu'il n'en restait plus. Le touriste allemand hocha la tête lentement, sentant qu'il y avait une histoire plus profonde là-dessous, mais respectant le choix du vieil homme de ne pas l'élaborer. Il retourna vers sa famille et ils prirent leurs photos. Les enfants courant autour du mémorial sans vraiment comprendre sa signification, simplement heureux d'être sortis de la voiture après un long trajet. Durand les regarda avec une expression douce, pensant à ses propres petits-enfants qui couraient de la même manière insouciante, bénis de vivre dans un monde qui, bien qu'imparfait, était au moins en paix. N'était-ce pas pour cela qu'ils s'étaient battus? Non pas pour la victoire militaire qui avait finalement échappé à la France en 1940, mais pour l'espoir qu'un jour les enfants pourraient à nouveau courir librement sans craindre les bombardements ou l'invasion. Il leva les yeux une dernière fois vers le ciel, qui était maintenant d'un bleu clair et sans nuages, si différent du ciel gris et menaçant de cette nuit de mai, il y a tant d'années. Un camion de fret moderne passa en grondant sur la route pavée à quelques centaines de mètres, ses roues chantant sur l'asphalte lisse, où ses soldats avaient autrefois enfoncé jusqu'aux essieux dans la boue épaisse et collante. Le son s'estompa progressivement dans la distance, remplacé par le retour du chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes. Durand regarda le camion disparaître au-delà d'une courbe de la route, ses yeux humides de souvenirs qui débordaient malgré tous ses efforts pour les contenir. Une larme solitaire coula le long de sa joue ridée
et il ne fit aucun effort pour l'essuyer, la laissant tomber sur le sol de la forêt comme une petite offrande aux fantômes qui hantaient encore cet endroit. Parce que l'histoire, il le savait avec la certitude que donne l'expérience vécue, on se souviendrait toujours des batailles spectaculaires et des généraux célèbres dont les noms remplissaient les livres et dont les statues ornaient les places publiques. Les enfants apprendraient à l'école les dates des grandes invasions et des traités signés, mémoriseraient les noms de Napoléon et de Gaulle, d'Eisenhower et de Patton. Mais ils n'entendraient jamais parler de la nuit où la France avait traversé l'impossible, de la nuit où 12 000 conducteurs ordinaires étaient devenus extraordinaires, guidant leurs véhicules à travers un terrain que tous les experts militaires avaient déclaré infranchissable. Personne ne raconterait jamais dans les salles de classe l'histoire du convoi fantôme qui s'était déplacé non pas pour la victoire qui semblait déjà perdue, mais pour l'espoir qui ne meurt jamais tant qu'il reste des hommes prêts à se battre pour lui. Cette histoire resterait dans les marges, dans les notes de bas de page des livres spécialisés que peu de gens liraient, dans les souvenirs fanés de vétérans vieillissants qui mouraient un par un avec leurs histoires encore non racontées. Et quelque part dans les archives poussiéreuses de Berlin, dans un dossier marqué « Mouvement ennemi non confirmé, secteur des Ardennes », et classé dans une salle souterraine où personne ne le consultait plus jamais, reposaient les mots oubliés d'un espion allemand stupéfait qui avait été témoin de l'impossible. Le rapport, tapé sur du papier fin qui avait jauni avec le temps, disait dans un allemand précis et bureaucratique. Ils ont traversé, tous, 12 000 camions, à travers la forêt que nous avons dit qu'aucune armée ne pouvait passer. À côté de ce rapport se trouvaient les photographies aériennes floues prises par les pilotes de reconnaissance, montrant des lignes interminables de points sombres serpentant à travers les vallées brumeuses. Et là aussi se trouvait une note manuscrite d'Erich von Keller, ajoutée des années plus tard lorsqu'il revisitait les dossiers pendant sa retraite, écrite d'une main tremblante. Nous les avons sous-estimés parce que nous avons mesuré leur capacité par notre propre logique. Nous avons oublié que le désespoir engendre l'innovation et que le courage peut accomplir ce que la raison déclare impossible. Durand se retourna lentement, jetant un dernier regard au mémorial qui marquait ce qui avait peu. Être était le moment le plus important de sa vie, même si le monde ne le saurait jamais. Il remonta dans son camion, démarrant le moteur qui ronronna doucement, si différent du rugissement primitif des véhicules qu'ils avaient conduits pendant la guerre. Alors qu'il s'éloignait sur la route moderne et, lisse, il pensa à tous les hommes qui avaient fait ce voyage avec lui, à ceux qui avaient survécu et à ceux qui n'avaient pas survécu, à ceux qui avaient continué à vivre des vies ordinaires, et à ceux dont les noms étaient gravés sur des monuments de guerre dans des villages dispersés à travers la France. Et il pensa à ce qu'ils avaient prouvé pendant ces 3 nuits extraordinaires en mai 1940. Que l'impossible est simple, que le courage ordinaire de gens ordinaires peut accomplir des choses extraordinaires lorsque les circonstances l'exigent, et que même dans la défaite, il peut y avoir une victoire de l'esprit humain qui transcende les résultats militaires et politiques. Cette leçon, il l'espérait, ne serait jamais complètement oubliée, même si les détails spécifiques de l'opération Vortex s'estompaient dans l'obscurité de l'histoire non écrite. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.